On peut commencer. Oui, Mohamed Salah Fred, notre intervenant directeur général de l'UGFSNA. Mohamed Salah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à l'IHET pour faire un témoignage sur le parcours du private equity dans le cycle des métiers de l'IHET. Je voudrais remercier aussi l'IHET de nous permettre cette opportunité et à tous les participants qui sont connectés à ce webinaire. Tout d'abord, Mohamed Salah, peux-tu nous décrire un peu ton parcours académique avant de commencer le métier du private equity? merci Rim pour cette invitation. Merci aux étudiants de pouvoir participer avec nous à ce webinaire. En fait, moi, j'ai fait lycée Bourguiba, lycée pilote Bourguiba pendant 7 ans. Après avoir eu le bac, donc j'ai fait HEC pendant 4 ans. Et après, j'ai voulu faire des ESS tourisme, j'ai pas réussi à le faire. Et donc, j'étais directement plongé dans le monde professionnel. Donc, je commençais une carrière dans l'administration publique à travers la CNRPS, donc la caisse de retraite qui est dédiée aux fonctionnaires de l'État. Après ça, donc j'ai basculé aussi vers MAC SA, vers l'Union financière. C'est une société d'intermédiation en bourse, donc j'ai eu la chance donc de travailler dans un intermédiaire en bourse. Et là, j'ai travaillé sur des problématiques comme l'analyse financière, donc le back office, la partie donc SVT aussi, donc les spécialistes en valeur des trésors. J'ai aussi fait des analyses financières des sociétés cotées. En 2001, donc j'ai fait un MBA à l'UQAM, donc j'ai alterné entre boulot voilà, donc enseignement et avec un executive MBA que j'ai réussi. Après, donc j'ai eu la chance d'aller sur un autre défi avec MAC SA, donc ayant donc la responsabilité de Head of Research. Donc j'ai dirigé la partie research au niveau de MAC SA. Et là, on a vraiment bien bossé et ça m'a permis de faire l'introduction en bourse de plusieurs sociétés. C'était une société par an. Donc, ça a duré de 2002 à 2008. Donc, on a réussi à faire réaliser l'introduction en bourse de 6 sociétés en bourse. J'ai fait la première revue donc de MAC SA, revue économique, qui était axée sur des analyses financières et du corporate, donc pour les sociétés cotées, mais sur des secteurs aussi. Donc, on a traité les secteurs comme le secteur de la santé, comme le secteur du transport aérien, l'assurance, les banques, compagnies d'assurance, les compagnies de leasing, etc. Pas mal de secteurs. Donc, j'ai eu la chance de traiter ces secteurs-là avec à la clé donc des évaluations d'entreprise. Et c'est là où j'ai aussi fait une certification internationale. Là, je suis analyste financier international. J'ai une certification internationale au niveau de la CI2A. Donc, c'est une institut européen de certification. C'est l'équivalent de CFA aux États-Unis. Et là aussi, j'ai pu découvrir un peu le monde de la finance version améliorée, version européenne, avec des problématiques qui tournent autour des produits d'auto, qui tournent autour de l'évaluation des entreprises avec des modèles un peu plus dynamiques et un peu plus modernes, etc. Sur des problématiques autour aussi des opérations sur le capital avec tous les aspects OCA, titres participatifs, options, etc. Et donc, ça m'a permis quand même d'être sur un niveau international, voir les problématiques des analystes financiers, des évaluateurs au niveau international et européen. Donc, et voilà. À partir de 2008, donc j'ai intégré mon poste d'aujourd'hui, c'est occuper donc le poste de directeur général d'une société de gestion de fonds qui est spécialisée qui a trois axes principaux. Le capital market, donc c'est le métier historique, mais aussi le private equity, donc c'est l'objet de notre discussion, le private equity, et aussi depuis 2012, donc on travaille beaucoup sur le venture capital, c'est-à-dire le financement des startups et le financement de l'innovation. Voilà en quelques minutes le parcours de 25 ans
entre éducation et parcours professionnel. Merci beaucoup, Mohamed Salah, pour cet éclairage bref et clair par rapport à ton parcours académique et ton parcours professionnel. Ben, je vois que tu as commencé par intégrer un intermédiaire en bourse, c'est ce que tu avais dit tout au début. Donc, quelles ont été et quelle a été la motivation principale pour choisir maintenant que tu es dans le corporate finance et dans le financement des startups, comme tu dis, pour quelles raisons tu n'as pas choisi l'autre sens, c'est-à-dire peut-être commencer par la finance, par le contraire, intégrer directement le private equity et le financement de startups dès maintenant. Comment éventuellement la finance de marché a été un tremplin vers ce monde-là? Oui, absolument, absolument. Alors, justement, j'ai un parcours un peu atypique, hein. L'idée, c'est vraiment de commencer avec le private equity, aller sur les finances de marché, les finances les plus sophistiquées. Bon, il faut dire que les années 2000, les années 90, les fin des années 90, sincèrement, le private equity n'était pas vraiment développé en Tunisie. Il y avait quelques petites opérations avec les SICAR, etc. Et ce n'est que à partir de 2005 que ça a été évolué d'une manière incroyable avec la nouvelle loi sur les SICAR et les sociétés de gestion de fonds. Et ça a ouvert donc la voie à un nouveau métier, j'ose dire. Donc, d'ailleurs, la société de gestion que je dirige aujourd'hui, c'est quelque part là une des premières sociétés de gestion qui ont été constituées à partir de cette nouvelle loi. Donc, c'était en 2008. Nous étions la deuxième ou troisième société de gestion qui avait été constituée pour ce métier-là. Il y a des ressemblances. Donc, c'est conjoncturel, quoi. Alors, c'est conjoncturel, mais il faut dire que le fait de passer par les marchés et la finance de marché et donc le capital market m'a permis quand même, parce que j'étais justement dans la partie analyse financière proprement dite, donc ça m'a permis quand même d'avoir un background assez intéressant pour traiter des problématiques un peu plus évoluées au niveau du private equity, mais sur lesquelles donc j'avais quand même comment dirais-je, donc j'avais un background, donc j'avais voilà un bagage très important au niveau donc de l'analyse financière. De toute façon, je pense que c'est deux métiers qui sont complémentaires, sauf que, comme j'ai dit, donc j'ai fait un peu le sens inverse. Donc, je commençais par des marchés sophistiqués pour aller sur des marchés qui le sont moins. D'accord. Donc là, pour résumer, l'analyse financière, c'est quand même un bon chemin pour intégrer le monde de private equity, le financement de projets, le financement de start-up que tu occupes maintenant. Donc, est-ce qu'il y a-t-il peut-être d'autres prérequis pour intégrer ce monde-là, d'autres points de départ, peut-être commencer par un cabinet d'audit, un cabinet de conseil. L'audit, c'est connu aussi pour bien comprendre le métier de l'entreprise, bien comprendre le corps de l'entreprise, aussi qui pourrait être un bon point de départ aussi semblable et même mieux que celui d'analyse financière. Absolument, absolument. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment d'essayer de découvrir et d'être patient par le monde de l'entreprise. C'est ça l'idée, qu'on soit analyste financier ou qu'on soit auditeur. Donc, ce que je recommande à nos étudiants, à nos chers étudiants, c'est vraiment quand ils sont dans des aspects comme l'audit, etc., qu'ils ne fassent pas de manière systématique, de manière routinière, d'une manière un peu générale, mais qu'ils essayent, à travers les chiffres, à travers le métier d'auditeur, etc., de comprendre l'essence même de l'entreprise et comment ça fonctionne. Il suffit pas d'analyser des chiffres de manière mécanique, mais essayer justement de comprendre les comptes, de comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment l'entreprise dégage les cash flows, comment l'entreprise au niveau des charges, au niveau des revenus, etc. Quels sont les éléments essentiels pour ça? Je pense que ça mérite de nos auditeurs donc un peu plus d'attention par rapport à ça. Et d'ailleurs, les gens qui ont bien réussi après, c'était des auditeurs, par exemple, quand je parle pour parler que des auditeurs, c'est des gens qui étaient vraiment dans une dynamique très intéressante que quand ils vont dans un secteur bien déterminé, ils essayent un peu de sortir avec de la connaissance par rapport à ce secteur-là et d'avoir encore une fois donc des connaissances approfondies à propos de ce secteur-là qui seront peut-être un élément donc d'analyse importante au niveau de leur métier, par exemple de private equity. Je pense que le private equity, c'est une vision donc beaucoup plus dynamique de l'entreprise, mais qui nécessite quand même des connaissances assez intéressantes au niveau de l'analyse financière, qui reste toujours un métier
un métier très important et très noble. C'est mon métier de base, donc ça m'a permis quand même d'être très très proche du monde de la finance, du monde de l'entreprise. Mais aussi, je pense que l'auditeur aussi, et d'ailleurs, comme je t'avais dit en off, j'ai pas mal de fund managers aujourd'hui dans mon équipe qui étaient passés par le monde de l'audit et qui ont eu vraiment un apprentissage très très intéressant et qu'aujourd'hui ils sont très très familiers avec l'analyse des chiffres et en tant qu'administrateur dans les sociétés dans lesquelles on investit, ils sont très à l'aise pour analyser des chiffres, pour essayer de sortir avec des recommandations, ou des conclusions, ou une lecture de la vie de l'entreprise. D'accord, merci. Donc là, pour récapituler, Mohamed Salah, c'est que bon, aussi bien l'analyse financière que l'audit est un bon point de départ qui permet à la personne qui intègre le monde du private equity de faire parler les chiffres comptables et les documents comptables et les utiliser à des fins pour interpréter la conjoncture économique et les perspectives d'analyse et les perspectives d'avenir pour une entreprise. Absolument, absolument. Ce que je demande de quelqu'un qui est dans le private equity, ce n'est pas de traiter les chiffres en tant que tels, mais essayer de sortir avec des recommandations, des lectures du présent et du futur et une capacité d'analyse et de synthèse qui essaye d'utiliser ces chiffres-là pour justement la création de valeur, parce que nous sommes dans les entreprises dans lesquelles on investit pour créer de la valeur, pour rendre l'argent de nos investisseurs avec un argent qui soit avec des plus-values intéressantes. Et donc là, le métier notre métier d'essayer de booster la société, de booster l'entreprise vers des niveaux de performance assez élevés, assez intéressants. D'accord, donc ce métier-là exige de la rigueur au niveau des comptes, au niveau de la comptabilité, au niveau des mathématiques, être très rigoureux par rapport à ça, en plus de la logique et du bon sens pour pouvoir savoir utiliser ces éléments-là des documents comptables et pouvoir les interpréter et les utiliser dans des perspectives de diagnostic financières dans l'avenir. Donc, absolument. Ça, c'est le préalable du métier de private equity. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce métier-là, sachant que ça, c'est le point de départ, qu'on commence soit par l'analyse financière, soit par l'audit. Finalement, les deux sont de bons points de départ pour arriver au métier que tu exerces maintenant, c'est-à-dire le private equity et financement de start-up. Et donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces métiers-là? Alors justement, donc pour schématiser un tout petit peu, j'ai commencé avec le capital market. C'est un marché qui est très régulé, donc c'est la bourse. C'est la bourse, donc c'est un marché très régulé. Là, on trouve des entreprises qui sont beaucoup plus évoluées que d'autres entreprises qui sont pas à côté. Donc c'est vraiment la bourse, c'est le couronnement de la vie d'une entreprise. Quand elle est cotée en bourse, ça veut dire qu'elle dégage de la performance, qu'elle est plus ou moins donc organisée, qu'elle a tous les axes et les ABC pour une bonne organisation, procédure, etc. Nous, on fait le travail qui est donc en amont, c'est-à-dire travailler avec des sociétés qui sont pas cotées, qui sont par définition des sociétés qui sont pas performantes, disons-le, ou des sociétés qui sont en création ou commencent à se développer, etc. Donc, on vient à cette étape-là de la vie d'entreprise, on essaye d'investir dedans et dans l'optique et dans l'espérance de faire de ces sociétés-là des sociétés qui seraient performantes et probablement le couronnement, ça va être la cotation en bourse, l'introduction en bourse. Le fait qu'il y ait un investisseur stratégique qui viendrait acheter notre participation. Donc, on vient vraiment dans une étape qui est cruciale au niveau du développement de la société, là où elle a besoin de ressources, mais de ressources qui ne soient pas des ressources classiques, c'est-à-dire des ressources comme les banques, parce que les banques vont vraiment dans du project finance, donc ils vont dans des financements qui sont très carrés, donc à partir s'ils ont un truc qui est très carré, mais nous on vient vraiment dans une comme je schématise, dans une chambre qui est un peu noire et on essaie de trouver l'interrupteur pour l'éclairer et on essaie de donner les ressources nécessaires pour que ce soit performant. Et là, justement, on prend un risque qui est élevé, mais pour des espérances de rendement qui soient aussi élevées. Donc, si on réussit notre mission, c'est-à-dire on apporte l'argent qu'il faut, on apporte un peu l'assistance, on essaie d'être à côté du management et des entrepreneurs de la société pour qu'ils performent. Et là, si elle performe, si la société
arrive à performer, donc elle va gagner en valorisation. Et donc, si aujourd'hui, là où on investit, nous, ça cotait par exemple 100 dinars de valeur unitaire, il est très probable, si on mène un bon business plan et si on mène une bonne assistance et un bon séjour au niveau de l'entreprise, la valeur, donc espérée, elle va être multipliée par 2, voire par 3, etc. Donc nous, on vient dans une période cruciale, une période qui est trop risquée, une période qui est incertaine. Donc on investit dans l'espérance d'avoir donc un rendement supérieur au rendement qui est espéré par des investissements moins risqués. Et notre séjour dans l'entreprise, il a une échéance. Donc, il est limité dans le temps. Généralement, ça varie entre 3, 5, voire même 7 ans. Donc, on reste au niveau de la société pour espérer sortir avec des plus-values, bien évidemment, pour la plupart. Mais il y a des sociétés, là, où on prend un risque donc énorme et on perd de l'argent. C'est le jeu, c'est la règle du jeu, parce qu'on ne prend pas des garanties comme la banque. Donc, nous, on vient dans une période risquée, on ne prend pas de garantie, mais avec l'effet de la diversification, vous l'avez sûrement donc étudié dans vos cours de portefeuille, gestion de portefeuille. Avec l'effet de la diversification, on investit par exemple dans une dizaine de projets. Il y a 2 ou 3 projets qui vont payer pour les autres. Et donc, avec le rendement espéré, donc là, ils vont sauver notre mise parce qu'on va espérer sortir avec des multiples très intéressants. C'est ça un peu mon métier. Donc là, je me pose donc on crée des fonds d'investissement. Lesquels fonds d'investissement? Ils vont investir dans des sociétés, dans un portefeuille de sociétés, en espérant au bout de 4, 5, 7 ans sortir avec des plus-values et rendre l'argent aux investisseurs. C'est ça en 2 mots mon métier de private equity. D'accord. Donc le métier de private equity, pour résumer, c'est un métier qui est quand même prend beaucoup de risques. C'est-à-dire que là, vous ciblez des entités bien déterminées, avec l'idée de pouvoir avoir un retour sur investissement plus important que ce que vous pouvez espérer ailleurs, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, j'ai 2 petites questions par rapport à ce métier-là. Bon, d'abord et avant tout, quelles sont les entités ciblées pour pouvoir déjà au préalable prévoir une rentabilité que vous espérez être meilleure? D'abord, est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'il y a eu des cas où ça n'a pas été à vos attentes, ou ça n'a pas marché, quoi? Alors, quelles sont les entités? En effet, donc généralement, ça se passe dans une phase bien déterminée au niveau de la vie de l'entreprise. Bon, ça dépend des phases, et pour chaque phase, donc il y a un véhicule qui est bien déterminé avec des espérances de rendement certaines. Donc, vous connaissez tous le cycle de vie d'un produit, donc la J-curve, donc la courbe G, qui va commencer avec une baisse, et là, ça va remonter. Il y a une période de maturité et à la fin, il y a une période de déclin. Donc, tout le monde le sait, le cycle de vie d'un produit. C'est aussi le cycle de vie d'une société. Donc, elle va commencer avec des cash flows qui sont négatifs lors de la création. Et ça, pour cette période-là, la première période d'amorçage, donc il y a des fonds, ce qu'on appelle les fonds d'amorçage. Ils prennent des risques énormes, mais avec des espérances de rendement énormes. Je vous donne un exemple. On vient maintenant cette semaine de réaliser une sortie d'une société où là on a investi et on sort avec un multiple de 4 fois. Un multiple de 4 fois. On a investi 200 000 dinars et on va sortir avec 1 million de dinars. Donc on a mis 200 000 dinars dans la société et on va récolter 1 million de dinars. Donc vous voyez que le multiple, donc la plus-value sur notre placement, elle est de 800, la plus-value est égale à 800%. C'est énorme. Mais il faut dire que nous avons investi dans un fonds là où il y a une dizaine de sociétés. Donc, sur cette société-là, on a fait un rendement assez intéressant, mais pour les autres, très probablement, ça va pas être le cas. Très probablement aussi, on peut investir dans une société 100 000 dinars, 200 000 dinars et avoir que 0 parce que on a investi dans une société qui va développer un prototype, par exemple, une start-up qui va développer un prototype et elle a développé le prototype ne marche pas et le prototype n'est pas adapté au marché. Et donc, du coup, on n'a pas d'actifs tangibles, on n'a pas d'immobilisation, on n'a pas
bâtiment, on n'a rien du tout, on n'a que un brevet. Le brevet, il est égal à 0, donc on perd notre mise et on accepte le jeu parce que justement, on accepte la mise d'un côté et de l'autre côté, donc, on perd et on gagne, etc. Donc, ça, cette période-là, Rim, c'est des fonds d'amorçage. Une fois on a dépassé cette période et la société commence à dégager du cash, là, c'est la période de croissance. Elle connaît une croissance énorme, elle commence à s'établir sur le marché, etc. Et donc, cette période-là, les fonds qui vont investir sont ce qu'on appelle les venture capital, c'est-à-dire des sociétés, des fonds qui vont vraiment booster la société dans sa zone de croissance. Comment on le fait? On le fait en investissant dans de l'argent pour aller sur, c'est-à-dire trouver l'acquisition de clients, c'est-à-dire dupliquer ou doubler le marché, etc. Dans les marketing, on essaie d'augmenter la capacité de production, etc. Parce que le marché il est demandeur, etc. Et donc pour ça, donc il y a des rendements espérés qui vont aller sur cette partie de développement de la société. Donc sur la capacité de la société à doubler, voire même tripler son chiffre d'affaires. Et si elle va dégager du cash, on va essayer de se positionner pour récolter le maximum et donc sortir avec des multiples assez intéressants. La troisième phase, c'est la phase de maturité. Alors, tout le monde le connaît, la phase de maturité. La société, elle est bien établie sur son marché. Elle a ses parts de marché. On prend un monopole, un leader du marché. Donc, il y a des parts de marché assez intéressantes. Donc, la fluctuation, les volatilités de sa position ne va pas être énorme. Et donc, le gain ne va pas être énorme. Et à partir de là, puisque le risque va être réduit, on va accepter des rendements qui ne sont pas extraordinaires. Donc, on va travailler sur les dividendes. On va exiger des dividendes, distribution de dividendes, etc. Et on va se dire, voilà, on va investir aujourd'hui pour éventuellement vendre dans quelques temps, mais avec des rendements qui ne seront pas extraordinaires. Mais de toute façon, nous, on est assuré quelque part de la situation. Si je prends par exemple, le marché en Tunisie, je le prends toujours. Si j'investis dans une société comme Paulina ou la Dilis ou la Lila, c'est des sociétés qui, par définition, sont bien installées sur le marché. Et donc, la volatilité que eux, ils vont perdre des marchés, ou la fluctuation du chiffre d'affaires, le résultat n'est pas énorme. Et donc, du coup, je connais quelque part mon espérance de gain. Et à partir de là, donc, je connais mon rendement espéré. Quatrième chose, et là où il y a vraiment aussi un métier à part, c'est les sociétés en déclin. Parce que, comme j'ai dit, période de maturité, et après, il y aura la période de déclin. Et là, il y a un marché énorme, ce qu'on appelle les fonds de retournement. C'est-à-dire, ils prennent des sociétés qui sont en déclin. Et donc, la valeur de la société, elle va tendre vers zéro. Donc, quelque part, parfois, on entend ça au dinar symbolique. Donc, on va essayer d'aller chercher des sociétés qui sont dans le déclin, qui sont dans des difficultés, et on va essayer de les racheter avec un pricing qui est très intéressant, qui sera probablement très proche de zéro, mais en espérant changer d'activité, ce qu'on appelle dans notre jargon pivoter. Pivoter, c'est-à-dire, c'est quoi pivoter? C'est-à-dire chercher de nouvelles alliances, chercher de nouveaux produits, essayer de changer le produit, changer le marché. Avec des capacités, bien sûr, on met de l'argent et à partir de là, on essaye de rebondir et ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est ça les 4 phases essentielles de notre métier et pour chaque phase, il y a une stratégie à adopter. Alors, ça marche pas? Oui, ça marche pas. Pour chaque phase, il y a des espérances. Les études l'ont montré. Il y a des probabilités de casse qui sont assez intéressantes. Et c'est le jeu, comme j'ai dit. Donc, nous, dans notre métier, donc, on considère que le taux de casse, il est aux alentours de 30%. Donc, le un tiers carrément des sociétés dans notre portefeuille, logiquement, elles sont vouées à se casser la gueule. Et donc, la valeur de l'investissement, elle va tendre vers zéro, carrément. D'accord. J'ai bien compris le concept. Donc, j'ai une petite question par rapport à, même si tu en as parlé là un tout petit peu, par rapport à l'aboutissement. Est-ce que vous accompagnez ces startups et ces entreprises tout au long de la vie ou quelles sont les perspectives par la suite, l'issue de votre accompagnement, si j'ai bien compris? Parce que là, vous accompagnez une entreprise et vous essayez de l'aider à accroître. C'est bien ça. Donc, absolument. Par la suite, quelles sont les perspectives d'avenir? Comment les choses se terminent entre vous et l'entreprise? Quelles sont les possibilités de sortie?
Alors, absolument. Alors, moi, c'est la politique de la boîte que je dirige. On est hands-on, c'est-à-dire on est très impliqué, pas dans le sens de se mêler des affaires courantes de la société. C'est pas notre métier. C'est pas notre métier d'être là pour vérifier les factures de Steg, les factures de Sonnet, les embauches, etc. C'est pas notre métier. Mais on est hands-on dans la partie stratégique. On travaille beaucoup sur la partie stratégique. Alors, quelles sont les parties stratégiques d'une entreprise? C'est vraiment donc le développement de son produit, le développement des marchés, donc la relation avec les clients et le fournisseur, c'est des choses stratégiques. Et bien évidemment, la plupart des startups, ils ont le combat, le vrai combat, c'est l'accès au marché, le vrai combat, parce que là, tu as un concept, c'est vrai, c'est bien beau, tu as un bon concept, tu as une belle plateforme, mais le challenge aujourd'hui, c'est de vraiment aller au marché, c'est-à-dire acquérir les clients, avoir des clients qui vont adopter le produit. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, ça demande énormément d'efforts, etc. Et sur ça, on est très actif. On est très actif aussi sur la partie partenariat. C'est très important. Comme nous, aujourd'hui, on détient un portefeuille de plus d'une centaine de startups avec pas mal de connaissances et pas mal de partenariats. Donc, on essaie vraiment de mutualiser et on essaie de mettre ensemble des entités. On essaie de bâtir des partenariats entre les différentes sociétés du portefeuille. Troisième chose qui est très importante, c'est qu'on essaie de préparer la sortie. On essaie de préparer la sortie. C'est quoi la sortie? Comme j'ai dit, donc nous, on investit dans une société pendant 2, 3, 4 ans. Et donc, au bout de la deuxième année, on va commencer à travailler avec la start-up ou la société à préparer sa sortie. Ça veut dire quoi, préparer sa sortie? C'est-à-dire être en contact avec d'autres investisseurs et parce que nous, on essaie d'accompagner la société pour qu'elle atteigne donc un niveau de performance et un niveau d'activité qui est très important. Et quand elles vont atteindre ce niveau de performance, elles vont être donc visibles et elles vont être la cible de certains investisseurs. Donc, on essaie de préparer quelque part la mariée, hein, pour qu'elle soit donc attirante pour les investisseurs qui vont prendre le relais sur nous. Et on a bien réussi dans cet aspect-là. Et donc, on a réussi des opérations comme ça. Donc, en accompagnant donc la société à aller sur un niveau supérieur et que ce niveau supérieur lui permet d'avoir des investisseurs donc internationaux et globaux qui vont venir acquérir notre participation. D'accord, merci Mohamed Salah. Donc, si j'ai bien compris, vous essayez de faire arriver l'entreprise à un niveau de maturité pour qu'elle soit visible, c'est ça? Exactement. Donc, éventuellement, par rapport à cette visibilité et cet objectif de visibilité à laquelle vous essayez d'accompagner l'entreprise, est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir l'aider à s'introduire en bourse? Absolument. Oui, donc, absolument. Donc, moi, je le fais à double titre parce que moi, je suis quelqu'un qui croit à la bourse, qui croit au marché alternatif. Nous avons aujourd'hui en Tunisie un marché spécifique qui s'appelle le marché alternatif. Il est fait pour justement des entreprises avec un niveau de maturité qui n'est pas celui des grandes capitalisations comme les banques, comme Paulina, comme Lila, comme Delis, etc. C'est des entreprises qui ont une taille un peu plus humaine. Et donc, il y a le marché alternatif. Donc, j'ai eu la chance et le privilège d'introduire la première société sur le marché alternatif. Je me rappelle, c'était en 2007 avec la société Sopat. C'est la marque Mliha qui était dans l'aviculture, dans l'aviculture. Donc, on a réussi à l'introduire en bourse. Donc, là, on va aussi l'accompagner à aller en bourse. Et pour aller en bourse, il y a un certain nombre de critères à atteindre, donc à réaliser. Et là, on va essayer de travailler avec la société, avec les entrepreneurs, avec la direction générale pour atteindre ces critères-là. On le fait avec nos connaissances, nos moyens, mais aussi on essaie d'avoir de l'assistance technique, on essaie d'être entouré de spécialistes, de gens qui ont de l'expertise, etc., pour essayer d'aller dans cette direction. Toute la création de valeur pour l'entreprise, il faut se mettre d'accord que nous, on va en tirer profit
Et donc, on est très, 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 très réactif et proactif par rapport à ça. Toute chose, un marché qui est signé, la performance du personnel, toute la partie certification, toute la partie donc partenariat et collaboration avec l'étranger, toute la partie donc exploration et de nouveaux marchés, etc. Tout ce qui tourne autour de la création de valeur, on est conscient que cette création de valeur, elle va revenir vers nous comme un rendement ou une amélioration de notre investissement. Donc, c'est ça un peu l'exercice qu'on est en train de faire. D'accord, merci Mohamed Salah. Donc, en résumé aussi, donc, votre business et votre démarche dépend intégralement des cibles et des entités que vous visez. Donc, les entreprises sont des cibles, des entités que vous visez. Selon votre intérêt par rapport à ces métiers-là, vous vous ajustez à cette entité et cette entreprise. On est d'accord? Exactement. Donc, éventuellement, la conjoncture actuelle qui a été le Covid depuis déjà plus d'1 an, comment la conjoncture se présente par rapport à votre métier? Certainement, ça a été impacté parce que vous êtes en liaison directe avec ces entités, des entreprises qui sont de différents secteurs. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, la santé, l'industrie, tout ce que tu as cité tout à l'heure. Donc, qui a été fortement impacté par la conjoncture et le Covid. Donc, comment les perspectives et les incidences sur votre métier sont vues et perçues? Alors, justement, la conjoncture, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, bon, on va pas… C'est pas une note très positive, certes, mais malheureusement, on doit… Elle est ce qu'elle est. Alors, justement, quand je parle, tu te rappelles, donc, quand j'ai dit, c'est des entreprises qui sont pas matures, qui sont dans un cycle de vie qui est très, très prématuré. Et donc, c'est pas comme les sociétés. Voilà, c'est pas comme les sociétés qui sont matures, qui sont dans des niveaux de performance importants. Donc, du coup, c'est des entreprises qui sont par définition vulnérables. Donc le changement ou la situation aujourd'hui du pays et du monde entier, ils vont impacter d'une manière directe donc la performance de ces sociétés-là. C'est pas aussi vrai qu'on le pense, parce que sur certains secteurs, par exemple tout ce qui est pharmaceutique et tout ce qui est e-commerce, par exemple, avec le confinement, avec le Covid, ça a eu un effet qui est contraire. Par exemple, l'agroalimentaire aussi, malgré les périodes de confinement, etc., mais c'est avéré que c'est un secteur qui est fortement défensif. Ça veut dire quoi, fortement un secteur défensif? Un secteur défensif, ça veut dire que en période de crise, le niveau de performance reste toujours le même. En d'autres termes, c'est des secteurs, il faut toujours comparer avec une guerre. Quand il y a une guerre, quels sont les produits qu'on est obligé de prendre? Prendre éducation, la bouffe, etc. C'est des secteurs qui restent toujours viables et quelle qu'en soit la situation. Et donc du coup, comme j'ai dit, c'est des entreprises qui sont dans des secteurs qui sont vulnérables, et sont fragiles, etc. Donc c'est normal qu'elles vont subir de plein fouet la situation actuelle. La situation actuelle, c'est-à-dire pas de cash flow, inactivité économique, confinement, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est très important, c'est d'être très, très, très lié à ces entreprises-là. C'est très important, donc, de les appeler et voir quels sont les problèmes, etc. et voir quelles sont les solutions et comment on peut aider. Donc là, on a fait un questionnaire et qu'on a dirigé à ces entreprises. Il ne faut pas oublier que nous, on gère dans une centaine de sociétés. Donc, on a fait un questionnaire, on a appelé les gens pour essayer de voir quels sont leurs besoins. Les startups, on a réussi à avoir un programme qui s'appelle SAVE. Et ce programme-là, ça a été fait avec l'Union européenne et on a distribué quelque chose comme 20 000 dinars. C'est très important pour une startup. Donc, comme 20 000 dinars, on a distribué ça aux startups. Ça a permis quand même de préserver les emplois, ça a permis quand même de faire face à quelques dépenses, etc. Et pour les autres entreprises, c'est-à-dire PME, on a essayé d'aller voir quels sont leurs besoins et on a essayé d'aller avec eux vers les banques pour essayer de renégocier donc les échéances, mais aussi on a mis quelques comptes courants, etc. De l'argent, on avait avancé de l'argent. On a essayé de discuter ensemble le business model
et essayer de préserver donc le poste d'emploi. Ça, c'est quelque chose de extrêmement important pour nous, les emplois. En dépit du gain, hein, je dirais, etc. Il n'y a pas que le gain, on a une responsabilité, on a un impact donc important. Donc, on a travaillé sur ça et je pense que plus ou moins, on a réussi quand même à faire en sorte que les entreprises ne ferment pas, n'arrêtent pas la production et par définition donc préservent leur poste d'emploi. D'accord. Donc, du coup, selon la conjoncture et cette conjoncture-là particulièrement, vous étiez amené à vous adapter, à vous mettre à jour d'un point de vue de la vision du business, quoi. Oui, tu m'entends? Absolument. Absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, on lance un fonds de restructuration. Donc, on est conscient que… Je t'entends plus, Mohamed Salah. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Je t'entends, oui. Vous m'entendez? Oui, là, je t'entends, oui. Donc, en OK. gros, cette situation-là, pour résumer, vous ont permis pour votre business de vous adapter, de vous mettre à jour avec la conjoncture actuelle et de voir un peu quelles sont les possibilités dans la conjoncture actuelle. Absolument. Absolument. Restons dans la conjoncture et dans l'up-to-dating. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Alors justement, je voulais ajouter que nous avons conscience de cette situation. Donc, on a lancé un fonds de restructuration financière. Et donc, on est conscient qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller vers ces sociétés-là, essayer de leur donner les fonds nécessaires, essayer de les supporter financièrement pour qu'elles puissent donc qu'elles puissent faire face à cette situation. Parce que je pense que la reprise, il y aura une reprise, hein, c'est théorique. Chaque crise, il y a une reprise. Et donc, c'est cyclique. Donc, il faut avoir les moyens. Là où ça va reprendre, l'économie va reprendre. Je pense que aujourd'hui, avec ce qui se passe en Libye, je pense que c'est très bon signe pour redynamiser donc l'économie tunisienne parce qu'elle est trop dépendante. D'ailleurs, du moins, les entreprises qui font partie de notre portefeuille, elles ont des relations privilégiées et très importantes avec la Libye. Et donc, je pense qu'il va falloir être préparé pour la reprise. Et donc, pour ça, on a essayé de fournir et essayer d'avoir les moyens nécessaires pour une telle reprise. D'accord, merci. Donc, en gros, cette mise à jour et cette adaptation selon la conjoncture et tout, est-ce qu'elle exige de vous un complément de formation et de nouvelles compétences, même dans l'absolu, hein? Est-ce que ce métier-là exige de nouvelles compétences et des compléments de formation dans ce domaine? Ah oui, absolument. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui est, je dirais, qui demande évolutif, voilà. C'est un métier qui demande énormément de compétences, de background, etc. Ça évolue. Les concepts évoluent. Je dis qu'aujourd'hui, comme on travaille beaucoup sur tout ce qui est innovation, brevet, etc. Donc, ça demandait des gens qui soient avec des soft skills, hein, beaucoup plus que des académiques, parce que les modèles, ils ont bien évolué. On pense qu'aujourd'hui, être hands-on, c'est-à-dire essayer d'être très proche de l'entreprise, ça ne demande pas que de la compétence académique, scientifique, pure. Ça demande aussi des compétences en communication, ça demande dans la gestion de conflits, la gestion de crise carrément. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent travailler dans le stress, travailler dans les temps de crise et essayer de trouver des solutions. C'est beaucoup je dirais, d'expertise, de compétences qui sont requises aujourd'hui pour réussir dans des temps difficiles. Dans les temps difficiles, on compte beaucoup sur le profil des gens, leur caractère, leur capacité de se surpasser, de travailler en équipe aussi, c'est très, très important, être social et tout. Donc, vous voyez que je suis en train d'énumérer des compétences et donc qui sont pas généralement communes à nos étudiants. Donc ils vont se dire moi je suis fort en finance, je suis fort en marketing, voilà je suis fort en comptabilité. Ça ne suffit pas. Tu dois être fort en communication, dans les contacts humains, dans votre capacité de travailler en équipe, dans votre capacité d'analyse et
de recul, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui méritent d'être développées chez nos étudiants et tous ceux qui veulent aujourd'hui travailler dans notre domaine. Et d'ailleurs, de plus en plus, on voit des ingénieurs, on voit des gens dans le marketing, on voit des gens qui sont dans le droit, on voit des gens qui sont financiers, etc. On voit pas mal de compétences qui sont dans le métier de private equity parce que ça demande une multitude donc de compétences qui soient ensemble pour essayer de résoudre le maximum de problèmes. D'accord. Dernière question qui va ouvrir le débat, Mohamed Salah. Quelles sont les perspectives d'avenir dans le métier de private equity pour les jeunes diplômés? Alors justement, aujourd'hui, je vous donne un chiffre, du moins en Tunisie. On a un portefeuille de 3 milliards de dinars. Le portefeuille de 3 milliards de dinars sur un PIB de 100 milliards de dinars. Donc, ça veut dire que notre métier, il pèse 3% aujourd'hui dans le paysage. Dans les standards internationaux, ça fait ce taux-là devrait aller jusqu'à 10%. C'est-à-dire qu'on passe de 3 milliards de dinars à 10 milliards de dinars. Donc, l'activité devrait être multipliée par 3, carrément plus que 3. Ça, c'est un. Deuxième chose, aujourd'hui, avec les banques classiques sur le financement, je pense pas qu'elles soient capables aujourd'hui de résoudre le problématique aujourd'hui du modèle économique. Les modèles économiques aujourd'hui sont devenus ce qu'elles sont devenues, c'est-à-dire des modèles économiques qui sont trop axés sur l'incertain, sur le risque, sur l'innovation, sur les talents, etc. Et ça, c'est des choses, ça, c'est des KPIs, je dirais, qui sont… Oui? Vous m'entendez? Oui, je t'entends là. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. OK. Donc, comme j'avais dit, donc aujourd'hui, la finance moderne, elle repose sur le métier de private equity et elle repose sur le métier de financement dans le capital. On voit des plateformes de crowdfunding, on voit des business angels, on voit des venture capital, on voit de la finance alternative qui est aujourd'hui en train d'envahir le monde. Le monde, on voit des modèles de financement qui sont beaucoup plus démocratiques. On voit le mobile payment, on voit pas mal de choses qui sont en train de démolir carrément donc la finance classique qui est basée sur un crédit, etc. Même aujourd'hui, les banques sont en train de converger vers ce nouveau mode de financement, ce nouveau mode qui passe directement par une finance beaucoup plus directe, c'est-à-dire pas d'intermédiaire. On va directement financer les entreprises. On passe pas par des intermédiaires, on passe pas par le crédit classique, etc. Je pense que c'est un métier qui devrait se voir un développement extraordinaire dans les années futures, que ce soit en Tunisie, comme j'ai dit, donc les niveaux de private equity restent toujours en deçà des standards internationaux, mais aussi sur le plan international. Je pense que la vision de la finance 4.0, je dirais, donc c'est une finance qui est beaucoup plus digitale, beaucoup plus directe et beaucoup plus axée sur l'equity, beaucoup plus que sur la dette. D'accord, donc la finance classique est quand même obsolète, mais les perspectives pour le private equity sont quand même il y a beaucoup de perspectives d'évolution. Ok, on ouvre le débat là. Merci beaucoup, Mohamed Salah. On ouvre le débat à vous, participants. Avez-vous des questions à poser à notre intervenant? Même si on a posé pas mal de questions là. Vous nous entendez ou pas? Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. D'accord. Si c'est le cas, j'ai alors deux autres questions à te poser, Mohamed Salah. J'ai d'abord, est-ce que c'est nécessaire de faire des sciences pour le métier de la private equity d'abord? Parce que là, quand on va en Europe et notamment en Angleterre et dans les pays anglo-saxons, on n'a pas forcément des scientifiques qui sont dans le monde de la finance, notamment le private equity. Ils se sont formés sur le tas, ils ont du bon sens, ils ont compris le métier sur le tas. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi. C'est un métier qui est général. Il n'y a pas un métier. En fait, c'est maintenant qu'on est en train de voir quelques cycles de private equity qui essayent au début, c'était des financiers, mais lesquels financiers ont vite compris qu'ils doivent être épaulés par des techniciens parce qu'ils voyaient défiler des business plans, ils voyaient défiler
des choses très spécifiques dans des secteurs très spécifiques. Donc, ils ont eu affaire à, donc ils ont eu appel à des gens dans des domaines bien déterminés. Mais je pense que le métier, c'est un métier qui couronne un peu le travail de gestionnaire, de manager dans plusieurs aspects. Je pense que c'est un métier qui est complet, hein, complet, parce que ça te permet quand même de voir plusieurs secteurs. Si tu es dans un fonds généraliste, tu vas aller dans des projets pharmaceutiques, par exemple. Après étudier de l'agroalimentaire, tu peux être administrateur ou fund manager d'un projet dans l'immobilier, comme ça peut être dans le commerce, ça peut être dans l'agriculture. Donc, ça te permet quand même d'avoir une culture générale et une connaissance des secteurs très, très approfondie de par donc l'expérience. Ce que je recommande à quelqu'un qui est dans le private equity, c'est vraiment de connaître exactement le monde de l'entreprise. C'est très important. Comment ça fonctionne dans une entreprise? Quelles sont les valeurs et quelles sont les variables, je dirais, qui font que la performance de l'entreprise soit au plus bas ou au plus haut, etc. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment de connaître c'est quoi la corporation, comment elle fonctionne et avoir donc le réflexe de voir comment la création de valeur, elle est faite au sein de l'entreprise. Et si on maîtrise comment la création de valeur, elle est faite, là, on peut être très, très, très bon dans le private equity. Ça, c'est le premier côté, donc côté vraiment, je dirais, scientifique, etc. Mais il y a un autre côté qui est très important, c'est vraiment le côté relationnel et je dirais sentimental. J'étais avec le vice-président de la Banque européenne, c'est un ex-premier ministre autrichien, il est très connu, etc., qui a fait 30 ans, je crois, dans le private equity. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai appris une chose, après ces 30 ans d'exercice dans le métier de financement direct, donc le private equity, tout se passe au niveau psychologique et au niveau sentimental et au niveau relationnel. Pas de chiffres, c'est-à-dire que quand l'entreprise, il y a les gens qui sont dedans, qui sont en train de travailler dans la bonne humeur, qui sont en train de travailler avec la confiance mutuelle, qui sont en train avec une collaboration, etc., la société, elle est performante. Si la société, elle est dirigée par les conflits, beaucoup de conflits, des conflits d'intérêts, des conflits de génération, ou des conflits entre donc actionnaires ou entre gestionnaires, ça ne peut pas fonctionner et ça ne peut pas donner les performances qu'il faut. Donc, c'est vraiment bâti aussi sur le relationnel et c'est vraiment bâti sur la manière de prendre les gens. On est confronté tous les jours à des conflits, à des hauts débats, avec des crises, etc. C'est aussi notre capacité de gérer tout ça. C'est un métier qui est passionnant, qui est ingrat malheureusement parce que on ne se rappelle que des échecs malheureusement. Hein. C'est un métier qui est ingrat. Et c'est normal, hein, je l'accepte. Je l'accepte comme accepte tout quelqu'un qui aime son boulot parce que j'aime ce boulot. Je me vois pas dans un autre boulot, mais voilà, donc c'est l'adrénaline qui monte tous les jours et essayons d'aller toujours à la recherche de la performance, de faire les choses d'une manière continue, que ce soit toujours vers quelque chose qui soit en évolution, c'est-à-dire continue pour la création de valeur, voilà, pour la création de la performance de la société. D'accord, merci. Ben, j'ai une autre question. Par rapport aux entités cibles et tout ça, je ne sais pas comment vous positionnez, vous, en tant que cabinet et entreprise, et il y a d'autres entreprises, notamment Afrique Invest, qui ont ciblé l'Afrique, qui se sont positionnées sur l'Afrique parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient besoin de cet accompagnement et de comment dirais-je, ce désir de pouvoir les pousser à l'accroissement. Comment vous positionnez en tant qu'acteur de private equity par rapport à l'international, notamment l'Afrique, en Europe et ailleurs? Très, très bonne question. Je pense que, et là, je salue Afrique Invest, qui est vraiment un modèle de réussite tuniso-tunisien. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est des gens, c'est des cadres tunisiens et c'est des talents tunisiens qui ont réussi aujourd'hui à être vraiment une enseigne internationale. Et donc, ça prouve qu'on est capable de performer, qu'il n'y a pas de limite. Hein. Si on a la bonne volonté, si on a l'intelligence, si on a la
les talents, donc ça arrive et je vous assure qu'aujourd'hui, Afrique Invest, c'est une enseigne en Afrique. Hein. Je l'ai vu comme ça quand je voyageais, etc. Donc, il jouissent d'une notoriété extraordinaire. Donc, nous, on se positionne vraiment localement. Hein. Il ne faut pas oublier que nous sommes une société qui est régie par la législation tunisienne. Malheureusement, la législation tunisienne, ça, c'est un vrai frein, sincèrement. Elle nous oblige à agir que sur le marché tunisien pour plusieurs raisons. Bon, je ne vais pas les citer. Mais dès 2019, il y a la possibilité aujourd'hui d'une entreprise comme la nôtre de constituer des fonds, ce qu'on appelle les fonds offshore, c'est-à-dire des fonds internationaux qui peuvent aller investir à l'international. Et donc, chose faite, donc là, on va lancer cette année donc le premier fonds donc international de GFS. Et ça va être un fonds sur l'Afrique. Mais dans le départ, serait la Tunisie. On est bien implanté en Tunisie, on connaît le marché tunisien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'accompagner des entreprises, des startups tunisiennes à aller sur l'international. Ça, on ne sait pas le faire. Et ça, on n'a pas beaucoup de success story à ce niveau. Donc, l'idée, c'est vraiment on vient des startups et des sociétés PME et on va essayer de travailler avec elles pour aller sur des marchés internationaux, notamment l'Afrique, et aller donc conquérir l'Afrique, entre guillemets. Et là, on va leur donner les moyens nécessaires, moyens financiers, mais aussi des moyens humains, parce que on va travailler avec des partenaires donc un peu partout, mais on va cibler justement donc l'Afrique du Nord, hein, Maroc, Algérie, Libye, mais aussi deux pays de l'Afrique subsaharienne, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et donc, on va petit à petit donc attaquer le marché international parce que justement le private equity, c'est un métier sans frontières. Donc, il travaille beaucoup sur les complémentarités et les possibilités d'extension intra-pays et donc intra-région aussi. Et donc, ça n'a pas de sens qu'une entreprise qui est performante sur un marché de 10 millions de dinars de ne pas se développer et s'épanouir sur des marchés beaucoup plus larges, donc comme le Maghreb, comme l'Afrique. Donc voilà, j'annonce cette bonne nouvelle justement pour nous après 10 ans de travail. Donc là, on va avoir l'appôt international pour GFS et aller sur une nouvelle aventure qui est l'Afrique. C'est pas réussi, c'est pas gagné de fait. Donc il va falloir vraiment travailler parce que c'est des marchés très concurrentiels. Qui sont très difficiles, mais je pense qu'avec nos partenaires, donc on a des partenaires au Maroc, on a un partenaire au Sénégal, on a un partenaire en Côte d'Ivoire, mais aussi avec nos amis d'Afrique Invest qui nous conseillent aussi. Nous avons aussi un partenaire qui s'appelle TLG Capital, c'est une société britannique qui est très successful donc en Afrique, qui vont aussi nous travailler. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le métier de private equity, c'est un métier qui est basé aussi sur tout ce qui est collaboration et tout ce qui est échange d'informations et tout ce qui est donc partenariat avec d'autres acteurs, d'autres investisseurs. On a pas mal de co-investissements, ce qu'on appelle le co-investissement. Donc, on a pas mal d'investissements mutuels avec d'autres fonds d'investissement. Et c'est quelque chose d'enrichissant pour nous et pour eux. Et c'est une culture qui est répandue dans notre métier. D'accord, ben c'est de bonne augure ce que tu dis, Mohamed Salah. Félicitations et mabrouk et beaucoup de challenges pour le reste. Donc là, pour résumer, ce que tu conseilles de faire, c'est qu'il faut dépasser les barrières, même tout en étant en Tunisie. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, on peut s'ouvrir pour l'Afrique, pour le Maroc, comme tu dis, la Libye et toute la planète presque. Donc là, absolument. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut y aller et s'ouvrir et avoir peut-être des compétences pour nos jeunes diplômés en anglais principalement. Tu as cité tout à l'heure un point très important, c'est les restrictions juridiques. Donc il faut peut-être avoir des compléments en droit ou juridique, ou peut-être commencer par le droit directement, le droit des affaires. Oui. Absolument, le droit des affaires, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que il y a beaucoup de juridique dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de pactes, il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de term sheets, etc. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est une technique, c'est une discipline qui est extrêmement sollicitée dans notre métier. Pour ça, des gens qui sont dans le droit des affaires, etc., ne peuvent qu'exceller et
apprendre et donc capitaliser sur ce qu'ils ont appris à l'université pour le mettre à contribution des acteurs comme nous. D'accord. Pour clore le débat et finaliser, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, par rapport au monde de la finance, la situation actuelle, même indépendamment de private equity, tout ça, quelles sont tes ambitions, tes perspectives d'avenir par rapport à ce monde-là? Je suis très confiant, hein, je suis optimiste, confiant, contrairement peut-être à l'état général de la chose, parce que en tant que financier, nous regardons toujours l'avenir. Hein. Notre métier, c'est vraiment de faire des prévisions, de prévoir, etc. Et quand on prévoit, je vois mal comment on peut prévoir des. J'ai jamais vu un business plan où on va dire qu'on va couler dans 2 ans. Les scénarios sont toujours positifs. Sont toujours, exactement. Donc, sont toujours positifs et on essaie. C'est positif et objectif. Il faut être objectif. Voilà, exactement. Comme vous dites, donc le cycle de vie, donc voilà, c'est vrai que nous sommes dans un cycle, dans une crise économique, etc. Mais c'est un cycle, c'est cyclique. Donc, il va falloir être préparé pour la reprise. Donc, ce que je dis pour nos chers étudiants, on l'était un jour, on était dans les bancs de l'université. Ce que je dis, c'est vraiment être confiant en vous-même, confiant dans le monde qui vous entoure et essayer d'arracher le maximum d'idées et de partager avec les autres, etc. Être dans une dynamique de partage. Aujourd'hui, c'est un monde qui est ouvert. Le savoir, la connaissance, c'est quelque chose extrêmement gratuit. Aujourd'hui, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur le PDF, on peut avoir les documents. Plus accessible qu'avant, disons, pas gratuit. Plus accessible, pas gratuit. Oui, pour dire. Mais là, là où c'est pas gratuit, c'est vraiment le partage, c'est essayer de trouver le maximum de connexions et d'aller dans des mondes de collaboration, etc. Et ça, ce qui fait la force d'un étudiant, c'est vraiment le relationnel, le network que vous pouvez faire avec vos profs, avec les gens qui vous entourent, dans le monde associatif. Aujourd'hui, dans les entretiens d'embauche, ce qu'on regarde le plus, c'est pas ni les notes, ni le background. C'est vraiment votre expérience professionnelle, mais aussi dans le monde associatif, votre capacité d'être donc dans des associations, même pas dans le monde des finances, hein, dans des associations humanitaires, dans des associations culturelles, etc. C'est votre capacité d'être le plus social que possible. La chose qui va nous différencier demain de la machine, parce que la machine, on est en train de faire une bataille acharnée avec la machine, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est business intelligence, etc., il y a une machine qui va réfléchir plus que nous, etc. Mais cette machine ne va jamais être un être social et un être avec des valeurs. Ça, c'est les deux choses, et culturelles. Donc ça, c'est les 2-3 choses qui ne peuvent pas faire de nous des machines. Et ça, sur lequel vous devez axer votre construction de vous-même. Et je sais que avec vos profs, avec les gens qui vous entourent, qui sont passionnés comme Rim, mon ami Rim, etc., vous pouvez que être entre de bonnes mains, mais essayez de vous faire vraiment un caractère, donc une personnalité, essayez de profiter au maximum et ayez donc de l'espoir dans l'avenir, parce que l'avenir ne peut être que positif. Radieux. Merci beaucoup, Mohamed Salah. Merci beaucoup pour cette positivité finale. Et une autre occasion, probablement. De toute façon, ils ont ton contact et te contactera au besoin. Absolument, à tout moment. Donc voilà. Merci. Merci à vous tous d'avoir été présents. Au revoir. Merci. Au revoir.